moi, j'aimerais vraiment revenir, Nico, sur l'importance de. Parce qu'on ne se rend pas compte des fois, on dit oui, un meneur de jeu, tu as pris un meneur. Mais comment ça se traduit au rondo? On a été coupé à ce moment-là, c'est que dans le jeu, dans l'échange, et toi en plus, tu es un kiffeur de ça, De ouf. l'échange dans le jeu, de pourquoi, le comment, l'écran là, la sortie, que ce soit en défense ou en attaque. Et je sais que quelque part, toi, tu avais ce rôle-là, parce qu'ils n'avaient pas de playmaker, de meneur, glue guy, c'était toi. Et toi, en fait, le problème, c'est que c'était le seul à être comme ça. Et l'arrivée de Rondo, elle a. Moi, je te dis, quand Rondo a signé, tu m'as appelé, tu m'as dit, hey, mec, je suis tellement content. Et c'est pour ça que quels sont les échanges basket que tu as avec lui? Bah, déjà, on a assis côte à côte dans le vestiaire. Donc, on est Qui? déjà avec Rondo. Ah, à côte, pardon. On a assis déjà à côté de moi. Je suis entre lui et Serge. Et mais on a en fait cette connexion basket directe, en fait. Et on parle beaucoup. Et en fait, de sortir du banc avec lui et de jouer qu'avec lui, en fait. Je joue qu'avec lui parce que moi, j'adore couper les trucs dans le dos, les machins. Donc, tu vois, par exemple, il y a un temps mort. Je crois que c'est une des premiers matchs qu'on joue ensemble. On a un temps mort, système pour Kawhi. J'ai balancé, bon, on s'en fout. Il me dit, Nico, je lui ferai pas la place. Il va venir, part dans le dos, je l'ai fait pour toi. Easy, Léa, mais tranquille. C'est que des trucs comme ça avec ce mec-là. C'est un ordinateur, c'est un peu son surnom, c'est ce que les gens pensent. C'est la plus-value, like, le QI basket, c'est vraiment là pour le coup, c'est ce qu'il apporte, quoi. Et honnêtement, c'est ce qui vous manquait un petit peu, Ouais. en tout cas pour aujourd'hui, prétendre au titre. Parce que moi, je te l'ai dit, en plus, je te l'avais déjà dit, c'est que moi, j'ai l'impression que les Clippers de la saison dernière, c'était un fantasme. Un fantasme défensif déjà. J'ai l'impression que jamais vous vous y mettiez. Moi, je me souviens qu'en début de saison, avec Thomas, on se disait les Lakers ne jouent pas très bien. Par contre, le match à Atlanta qui vont gagner, le match à Boston qui vont gagner, hop, les 5 dernières minutes, quand c'est chaud, ça défend. Vous, je retrouvais pas ce rouleau compresseur défensif que vous deviez être avec Beverley, avec Kawhi, avec Paul George. Tu vois, il y a aucun match comme ça qui me saute à la gueule. Mais j'ai l'impression qu'en plus avec Rondo, il y a ça qui arrive, mais je reste encore persuadé que vous n'avez pas offert votre meilleure performance défensive. Mais je pense que notre match référence, c'était il y a quelques jours, c'était 1 ou 2 semaines contre Phoenix. Où là, tout le monde avait joué. Tout le monde était revenu de blessure. Donc, et on finit le match. Donc, c'était un peu serré. Je crois qu'il y avait 4 points d'écart à 6 minutes de la fin. Et là, il met le 5 small ball. Là. Donc, il met Rondo, Kawhi, PG, Marcus et moi. Et là, rouleau compresseur. Voilà, on passe à plus 20 en 4 minutes. Et en plus, tu as ce truc Rondo, Chris Paul, tu vois. Toi, il y avait les deux. Partir Ils se détestent Une vraiment. belle petite rivalité. Bah, tu sentais que c'était pas mauvais, mais tu sentais qu'il y a eu un. Toi, les deux cherchaient. Tu en donné, je jouais François Crespo, il fait non, 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 toi, tu prends Booker, laisse-le-moi. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, mais il apporte un truc, mais on a beaucoup, beaucoup d'options, en fait. On a beaucoup, beaucoup de joueurs parce que Tyloo, il a, comment dire, il a beaucoup d'options, en fait, pour faire des line-up totalement différentes. Et quand Serge, il y en a qu'on parle pas beaucoup, qui est bon, c'est Demarcus Cousins. Hein. Ouais, j'allais te poser la question, du coup, tu le sens en cadre? Et puis, il est bien. Ouais. Oh, c'est un vrai mec, hein. Moi, j'adore. Ça Yeah. fait 2 jours qu'il me pose des questions sur Thomas Pesquet parce qu'il ne croit pas au truc de l'espace. Du coup, je suis en train d'essayer de lui faire comprendre que ça existe vraiment. Il t'a pas posé de question sur Thomas Dufort qui ne croit pas en lui depuis qu'on travaille ensemble depuis 7 ans. Non, Thomas Dufort détruit de Marcus Cousins depuis que je travaille avec lui. non, c'est un Bon bon gars. joueur, mais Discussion pendant une demi-heure et un 3/4 d'heure hier par rapport à ça. Non, mais il a son style à lui. C'est un personnage. Il a son caractère, mais c'est pas un mauvais mec du tout. Quoi. est-ce que Moi, je kiffe. Moi. est-ce que tu penses que Cousins peut avoir un vrai impact quand vous serez en playoff? Oui, il nous a débloqué en 2 matchs cette année, là, déjà. Et il va nous débloquer. Tu sais, dans les playoffs, tu as les stars, mais tu as toujours, sur un match, tu as un mec qui va te débloquer une situation. Ça arrive souvent. Hein. Tu as plein d'exemples en général par rapport à ça, mais quand tu as les gros égards, par exemple Boston, là, le Big Three, là, quand il y a Ray Allen, Garnett, machin. T'avais Eddie House, T'avais Léon Powell, Pau. là, je sais pas quoi, Powell qui avait fait un match de fou, match 4, je crois, qui bloque situation.
Donc, mais t'as Iguodala qui bloque la situation. T'as toujours ce mec-là, en fait, sur un match qui va débloquer une situation. Et Demarcus peut le faire parce que Ouais. je ne sais plus contre quel match qu'on a joué dernièrement, on était un peu en galère, on lui a donné la balle. Contre Memphis, je peux dire on lui a mis la balle 5 fois de suite à l'intérieur, il marque 3 fois, il marque 2 fois, il fait 3 passes. Est-ce qu'il n'est pas un peu terrain en pente de Marcus Cousins? Tu connais l'expression? Il n'est pas dans son prime, mais c'est encore un putain de joueur. Il peut te faire 20 minutes, 12 points, 6 rebonds. Moi, Nico, je reste persuadé, même s'il faut le prouver, il va falloir le prouver, parce que c'est vrai que les gens il y a beaucoup de gens, et au State aussi, qui n'ont pas envie de croire aux Clippers. Moi, je reste persuadé que pour devenir champion NBA, il va falloir que vous défendiez comme vous n'avez pas encore, pour moi, défendu. Et pour moi, dans ça là, hein? Tout à fait. Mais défensivement, on est là, on est en train de monter. Ça, c'est ce que tu me répètes, c'est ce que tu me dis à chaque fois, et c'est vrai que je regarde les games et je ressens ça. Mais Tom, on est d'accord, c'est que les Clippers, même avec. Pour moi, quand tu as Paul George, Kawhi, qui sont tes leaders, tu as Nico, tu as Rondo, Ibaka, en fait, tu ne gagneras jamais sur l'attaque. C'est défensivement que tu vas gagner. Et j'ai l'impression que c'est pas toujours la culture première. Ouais, tu as raison, mais vous avez raison, et je vous rejoins complètement. Pour que les Clippers soient champions cette année, il va falloir défendre comme vous n'avez encore jamais défendu depuis l'arrivée des Rostas, hein, c'est clair. Mais je pense qu'on en fait un peu trop sur ce côté défensif, parce que quand tu as parlé de chimère, j'aimais bien cette idée qu'en fait, tu sais, le fameux 5 de la mort, Beverley, machin, on en a beaucoup parlé, il peut avoir un impact, mais je ne suis pas sûr que ça se joue véritablement là. Moi, j'ai beaucoup parlé l'été dernier du fait qu'il n'y avait pas assez de joueurs intelligents dans l'équipe. Je trouvais que tu peux avoir des super moments défensifs, faire des stops, mais en attaque, il y avait trop de chiens de fou, il y avait trop de scoreurs tous en solo, il n'y avait pas assez de lien entre les mecs. Et moi, je trouve que dans ce qui a été mis en place là dans l'intersaison, tu délaisses un peu de côté défensif, je me mets entre des grands guillemets, parce que quand tu prends Serge Ibaka, c'est souvent une progression défensive. Mais tu as ajouté tellement de mecs intelligents, alors là, Rondo t'amène encore un autre strat, tu vois, d'intelligence, surtout à un poste où, pour moi, tu n'en avais pas du tout. Donc moi, tu vois, mon curseur, il n'est pas tant en défense, parce que je pense que dans les grands moments, les Clippers seront capables de défendre, mais ce qui leur a manqué contre Denver l'année dernière, c'est d'avoir un gars intelligent, c'est d'avoir un deuxième mec intelligent, d'avoir un troisième ou un quatrième mec intelligent sur le banc. Et ce qu'il y a clairement avec toi, Nico, avec Luke Kennard, avec Rajon Rondo, avec Ibaka. Voilà, là, tu as une vraie progression. Parce que la défense, quoi qu'il arrive, elle doit être collective. C'est clair. Non, mais c'est clair. On a plein d'options. On a Zubac qui fait une bonne saison quand même. On a Marcus Morris qui est bien. On a Terrence Mann, on a Pat Patterson là, qu'on envoie au charbon de temps en temps. Enfin, on sait que le moment venu, on va avoir serré la piste. Et puis, il y a quand même un traumatisme dans le bon sens, entre guillemets, de ce qui s'est passé l'été dernier, hein, pour certains joueurs qui étaient là. Et je ne pense pas qu'on va vouloir recommencer ça. Donc, on verra le moment venu. Là. On a encore une dizaine de matchs à jouer. Et on verra. Il y a Maître Beto qui dit un mot sur la progression de Terrence Mann, qu'on voit de plus en plus et qui fait kiffer. Hein. Regarde, comme il est fier. Depuis le premier jour où je suis arrivé dans cette équipe-là, début décembre, je te l'ai dit, ce mec-là, il va être génial. Je le kiffe depuis le premier jour, ce joueur. Qu'est-ce qu'il est bon, putain. Et il va être bon, lui. Il est bien en plus, c'est un bon gamin. C'est un bon gars, et puis beau physique, ouais, il a sa chance. Beau physique. Ouais, non, mais c'est un vrai joueur. Il a des cannes, ça c'est sûr. C'est un vrai joueur. 1, 2, 3, défend, il attaque, il a des jambes, il est mieux dans son tir, de mieux en mieux. Donc non, c'est sa deuxième année. Deuxième ou troisième année. Troisième, je crois. Elle est tout jeune, donc dans une grosse équipe comme ça, faire son trou, c'est bien. Ça montre... C'est vrai qu'on a l'impression que sur le peu de minutes qu'on lui donne, qu'en fait, chaque fois qu'on lui donne l'opportunité de s'exprimer, il est bon. Et ça, c'est toujours bon aussi dans NBA. C'est clair. Il est bon. Tu vois, c'est lui et Luke Kennard, tu vois, ils vont jouer quand on est blessé, et des fois, on va revenir, ils vont pas jouer. Quelle fac c'est moi, on aime bien ce jeu-là con, là. Quelle fac. Il était avec Dwayne Bacon et Jonathan Isaac. Belle équipe. Belle équipe. Ouais. Belle équipe de ouf. Équipe de mutants.
Nico, j'aimerais qu'on parle un peu des Nets. On a beaucoup parlé des Nets parce que c'est bling bling, parce que cette année ils ont fait des grands coups et tout. Et finalement, on a sorti la stat dans le Thursday Show jeudi. Ils ont joué que 7 matchs ensemble, les trois Caïds là. Dont un contre moi, ces bâtards, ils m'ont torché les fesses. C'est vrai, sacré match. Vous tapez des tirs plein. Je me souviens le tir de Durant, tête de raquette. Ah, ma main, elle est là. Comment Nico Putain, ma main, elle est là. Je suis, vas-y, putain, ils sont relous. Oh, Il est relou, ce grand museau là, axe panier, il est dur. Et le pire, c'est que je défends sur Harden tout le match et je m'en sors pas trop mal sur Harden. Et en fait, en mes switch, l'autre, il était en train de me torcher les fesses. Ouais, Nico, prends. Et je déteste quand on me fait ça. Quand on te donne une torche, là, une torche vivante, là. Ouais, Nico, mais il y en a 35, enfoiré. Bah, d'où tu me dis de le prendre maintenant? Mais c'est deux tes jeux, c'est quand on en avait parlé. On s'était appelé le lendemain du match et je me suis dit, mais en fait, comment tu défends sur ces tes jeux-là, en fait? Bon, t'as des matchs comme ça, t'as des joueurs comme ça. Ça arrive, hein, quand t'es en NBA, hein. T'as toujours un match de temps en temps, tu te fais botter les fesses. Hein. Je suis pas le premier. Hein. Je serai le dernier non plus. Honnêtement, on a beau Je dire serai pas le parce que premier, je serai pas le dernier sur botter le cul par eux. t'as beau bien défendre, mais quand tu prends un panier dans le museau, tu te dis jamais, ouais, bonne défense, meilleure attaque. T'as la haine. Bah oui. C'est les meilleurs joueurs du monde. T'as des matchs où tu as beau faire ce que tu veux, ça vénère, mais Est-ce ça que, sert à rien. Ça sert à rien. Nico, toi qui es en mission des fois sur des gros joueurs comme ça, est-ce qu'un mec comme KG, tu vas un peu lui chicoter les codes, des fois tu vas lui mettre un peu des brins, off-ball et tout? Bah, Est-ce que ça peut le sortir de leur game, ça? Moi, j'aime bien savoir ça. tu peux aussi. C'est ce qu'ils disent. De toute façon, tu les empêcheras pas à prendre 25 tirs. Ils prendront leurs 25 tirs, quoi qu'il arrive. C'est un truc qu'on m'a dit au début. Ils prendront leurs 25 tes jeux, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut faire le maximum de tes jeux soient difficiles. Mais mec, t'es en NBA, c'est les meilleurs joueurs du monde. T'es dans une ligue où c'est les meilleurs joueurs au monde. Et quand on dit on défend pas, je te jure que va défendre sur eux. Tu peux être le meilleur qui tu veux dans n'importe quel championnat, je m'en fous. Tu peux pas défendre sur eux dans 48 minutes ou espérer. Il y a des matchs où ils vont pas être dedans, tu peux. Mais Kevin Durant, moi, de toute façon, on a le même âge. Je vais faire toute ma carrière avec lui. Et c'est un calvaire, ce mec, c'est un calvaire. Tu as dit un truc archi intéressant, et ça a été un débat qui a été fait d'ailleurs dans un podcast avec l'équipe. C'est qu'on dit souvent, et c'est vrai que moi, des fois, je vois des matchs, je me dis, putain, on ne défend pas NBA. Alors, l'enchaînement des matchs, l'intensité, toi qui es en plein dedans, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Quand on voit la différence entre les playoffs et la saison régulière, on se dit, bah, enfin, les gars, en saison régulière, ils ne veulent pas défendre, en tout cas, au max de ce qu'ils peuvent faire. Déjà, tu as beaucoup plus de matchs. On va comparer à l'Euroleague, de toute façon. C'est ça la comparaison, de toute façon. C'est l'Euroleague. Ah, allô? Il a frisé. Il a frisé sur son réseau. Il va revenir. Ça va revenir. Il va revenir. Ah, là, c'est bon, Nico? Là, je le vois. Et je le vois plus. C'est vrai, Nico? Tu peux te reconnecter. On ne laisse pas défendre. Attends, on va prendre du coup, il va se reconnecter. Il y a une question qui va être très intéressante et il faut absolument que Nico y réponde. C'est bah voilà, TJ. Oh. Il est content, TJ? Bah, j'espère. Hein. Fait du bon boulot. Hein. Ouais. On en reparlera. On en parlera. Je sais pas, mais il y avait une super question sur les Nets. J'aimerais bien que tu y répondes. C'est tout bête, mais en vrai, je ne sais pas si quelqu'un va trouver la réponse pendant les playoffs. C'est comment tu fais pour défendre sur cette équipe? Est-ce qu'il y a une tactique qu'on peut, tu vois, adopter pour essayer de défendre sur cette équipe? Ou même, moi, je vais même plus loin. Comment les battre sur une série de playoffs? Tu peux. De toute façon, aucune équipe n'est imbattable. Mais comme je rejoins tout à l'heure, il va falloir faire la série parfaite. Mais littéralement, la série parfaite. Est-ce que quand tu as Kawhi, Paul George, Rondo, toi, quel regard vous avez sur ces mecs-là? Est-ce que vous dites, mais nous, ces mecs-là, on veut les rencontrer, les taper, on n'a rien à leur envier? Ou est-ce qu'on se dit, putain, ces mecs-là, en fait, on veut jouer les outsiders et les faire, tu vois? Bien sûr, de toute façon, si on veut aller au bout, il va falloir passer par eux.
il y a une grande probabilité que ce soit eux, de toute façon. Même s'il il faut passer Yanis, il faut passer les Sixers, il faut passer Boston, enfin, les Knicks, on ne sait jamais. Mais il y a une grande probabilité. Arrête, commence pas. Non, Non, mais par contre, on est là ils pour sont s'amuser, on est quatrième, là hein. pour un moment, Nico. Arrête. Tu peux Laisse-le avoir un deuxième tranquille. tour Nets Knicks à cette heure-ci. Hein. Oui, d'accord, mais dans quel cas ils vont te croiser. S'ils te croisent, c'est en finale NBA. Ne sois pas Oui, médisant oui. comme ça avec les. Non, mais si nous, on arrive à sortir de l'Ouest, chose qui va être un bon bordel déjà de Bon sortir. courage. Ça va être un gros bordel. On arrive à sortir de l'Ouest. Il y a une énorme probabilité que ce soit contre eux. Il va falloir trouver le moyen. On va pas rêver la dire, c'est bon, c'est mort. Non, tu rentres pas là-dedans. Ça va être compliqué, certes. Mais tu penses que c'est. Moi, je vois les Sixers très solides cette année. Et honnêtement, je ne mettrais pas. Parce qu'en plus, les Sixers se connaissent, ils ont un vécu, Embiid, Simmons, Harris notamment. La grève Seth Curry est très bonne. Je ne suis pas persuadé qu'il y a un monde entre Nets et Sixers. Sur l'effectif, peut-être. Sur la réalité basket, je ne suis pas sûr. Sur le coaching notamment. Alors, peut-être qu'aux Clippers, on dira l'inverse. Parce que la dernière saison de Doc Rivers, c'était pas ouf là-bas, mais j'ai l'impression que c'est mieux coaché chez les Sixers, c'est mieux pensé. Collectivement, c'est, tu vois, alors que chez les Nets, on est, même si Nash, ça a l'air cool ce qu'il fait, mais on est quand même dans, tiens, je te donne la balle et James Harden, régale-nous, quoi. Va falloir que Embiid fasse la chérie la plus Shaquille O'Nealesque de l'histoire, déjà, pour qu'il soit en mode Shaquille O'Neal contre Embiid. Il faut que Ben Simmons montre qu'il est vraiment un défenseur de l'année, comme il le dit, et que Tobias Harris et Curry et Dwight Howard et ces mecs-là fassent la série parfaite, de toute façon, pour battre ces mecs-là, parce que toi, quand on joue contre c'était en fin janvier, on est bien, hein. On est bien 3 quarts-temps et demi, et après les 3, ils sont mis en mode Terminator, quoi. Et Ça, là, du coup, et là, mais vous n'avez pas les armes pour lutter contre ces mecs-là. T'as Kawhi, t'as Paul George, et tu le disais, Paul George est un top 10. T'as Kawhi on a tendance à l'oublier parce que depuis Toronto, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé à son dernière, mais Kawhi reste pour moi un top 3, de la ligue. Hein. Tom, on est d'accord, non? Est-ce que finalement, est-ce qu'il y a une si grande différence de niveau? Alors, en plus, on va en reparler après, après la retraite prématurée de la Marcus Aldridge. Est-ce qu'entre les Nets et les Clippers, il y a un monde? Il y a pas un monde, parce que de toute façon, il faut que tu joues ton match de basket. Et que ça reste deux équipes super récentes, avec beaucoup de choses à prouver. Maintenant, pour l'instant, tu vois, moi j'aimerais bien que Nico, tu répondes à ma question, c'est comment tu fais pour défendre sur ces mecs-là. Les battre, peut-être pas, mais la réalité, c'est que défendre sur les Clippers, je vois comment on peut défendre, il y a des trucs que je peux voir. Défendre sur les Nets, moi je trouve que aujourd'hui, il y a aucune solution en fait. Avant ou après ou avant Harden? après, de toute façon, après Harden, Après Harden, depuis qu'Harden est là. ça va être vraiment de les faire bosser au maximum, quoi. C'est ça. Hein. Faut rien leur rendre facile, c'est tout. Tu peux pas leur offrir les choses. Faut juste. Pour moi, les équipes qui vont faire face à eux, il faut leur rendre la vie la plus pourrie possible. C'est ça qu'il faut faire avec eux. Hein. De toute façon, ils sont très, 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 très forts. Des KD Harden sont sûrement peut-être 2 des 5 meilleurs attaquants au monde. Clairement. Même Kyrie, quoi, merde. 3 des 5 meilleurs attaquants niveau talent au monde. Mais il va falloir juste... Ce que je trouve intéressant avec les Nets, c'est qu'ils ont 3 méga stars. Mais que derrière, ils ont trouvé des soldats qui fitent bien. Bruce Brown, moi je trouve que là, ce que fait ce mec-là, oh là 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 là, mais quel joueur atypique, mais qu'est-ce qui leur fait du bien. Et en plus, en début de saison, tu viens, Tom, on était surpris qu'il joue aussi peu. Et finalement, il s'est fait sa place. Mais quel plaisir d'avoir ce mec qui dans le jeu sans ballon, dans le rebond offensif et tout. Il redonne tellement de munitions. Alors, il donne des munitions à des mecs comme Harden, Irving ou Durant. Derrière, quand tu défends, t'en chies. Je trouve que Timothée fait du bon boulot.
Même Landry Shamet était très bon en ce moment. Chamet, je sais pas ce qui se passe. Un shooter pur, il commence à dribbler entre les jambes, il fait. Landry Chamet, il est en train de montrer des choses archi intéressantes. Tu as toujours Dédé Jordan, Clarkson, le jeune intérieur, il montre aussi beaucoup de qualité et en même temps, il est gavé de ballons parce que Carden sur Pick and Roll, tu te régales. Ils ont des soldats qui connaissent leur rôle en plus, tu vois. C'est pas juste c'est pas des Terry Rozier à Boston qui se disent tiens, hop, je profite d'une absence, je veux devenir une star. Tout le monde connaît son rôle là-bas. Et ça, moi, c'est ça qui me fait le plus peur avec les Nets. C'est qu'à côté des stars, ils ont des mecs qui ont envie de jouer pour ces mecs-là en connaissant leur rôle. C'est peut-être ça leur plus grande force. Bah, ouais, c'est ça. Chacun connaît son rôle. C'est ce qui est important dans une équipe. C'est comme ça que les Lakers ont gagné l'année dernière. Les Lakers ont KD, LeBron et tous les mecs autour savaient ce qu'ils avaient à faire. Donc là, oui, tu as Blake Griffin qui est là. Tu as Jeff Green qui est là, Dédé Jordan qui est là. C'est quand même aussi des gros joueurs qui savent. Donc ça va être intéressant les playoffs cette année quand même. Ça va être intéressant. Et t'as raison. Et après, il y a un truc, tu vois. Je trouve que c'est pour ça que le comparatif avec les Clippers de l'année dernière, il est cool. C'est que, mine de rien, des groupes, vraiment, quand je parle de groupes, des équipes qui se sont formées si rapidement, avec beaucoup de superstars, il y a quand même une mise en place, un semblant de hiérarchie que tu dois trouver. Et que la saison régulière peut te permettre de trouver, ça arrive. Mais qu'en fait, tant qu'il n'y a pas des matchs vraiment serrés, tant que tu n'es pas dans le dur, cette hiérarchie, elle ne marche pas vraiment. Enfin, elle ne marche pas. Tu vois, on ne peut pas vraiment s'y fier. Moi, j'ai hâte de les voir dans le dur. J'ai hâte de les voir dans un match face à une élimination. J'ai hâte de les voir dans une équipe, quelle qu'elle soit, à l'Est ou en finale, qui leur rentre vraiment dans l'art. Quand tout ne va pas aller, tu vois, en attaque, ils vont être contrariés. Et c'est dans ces moments-là où on verra que on pourra se poser la question, alors, la hiérarchie d'équipe, alors Bruce Brown, est-ce que c'est vraiment le bon gars Landry Shamet, tu vois ce que je veux dire? Tant qu'ils n'ont pas vécu ça, comme les Clippers l'année dernière, qu'ils n'allaient pas en finale de conférence, c'est une catastrophe. Après Kevin Durant est double champion NBA. Oui, c'est vrai. Kyrie Irving est champion NBA. Et moi, ils ont cette expérience de fou quelque part. Oui, tu as raison, mais bon, les Clippers l'année dernière, ils avaient des mecs d'expérience, je pense surtout à Kawhi, mais même eux, ça s'est mal passé, quoi. À un moment donné, tu vois, eux aussi, ils ont été dans le dur et ça s'est mal passé. Les Nets, ils ont absolument tout pour aller au bout, mais tant qu'ils ne l'ont pas fait, tant qu'ils n'ont pas été dans le dur, on ne sait pas ce qu'ils ont dans le bide. Joël Embiid. Joël Embiid, évidemment. Et je te rejoins, de toute façon, les playoffs vont être fantastiques. Je pense que c'est le bon virage pour parler de la Marcus Aldridge, du coup. Ah, bravo. Jean-Michel Transition, tu es parfait, Thomas Dufin. On parle beaucoup dans le chat. Les gens se posent beaucoup de questions sur la Marcus Aldridge. Alors en plus, ça a du sens, Nico, parce que toi, tu as commencé ta carrière avec lui, joueur extraordinaire. Et on a vu un match. On est tombé sur un match de playoff là, sur YouTube quand on fait tourner les vidéos. Il était rookie, tout jeune, avec déjà beaucoup plus frêle. C'est là que tu vois qu'il a pris du gab. Et Ghetto. Ouais. C'est une embrouille avec je ne sais plus avec qui. Alors que c'est. Moi, là, j'ai l'image de la Marcus Aldridge d'un gentleman. Et je me souviens, c'est une embrouille avec. C'était contre qui, Tom? Contre les Lakers, non? Contre les Lakers. Avec Zach Randolph. Ouais. Il jouait avec Zach Randolph à l'intérieur. Énorme raquette. Randolph Aldridge, bien relou. Il était ghetto et tout. Donc, parlons un peu de ce mec-là, parce que moi, je reste persuadé qu'à une époque où Nowitzki était au top, moi, je pense qu'Aldridge l'a challengé et qu'il a été, peut-être pas sur une saison, mais en tout cas sur quelques périodes, le meilleur poste 4 à un moment donné de NBA. Sur 2 ans, de 2013-2015, c'était numéro 1. C'est avec Blake Griffin et Kevin Love, ils se tiraient la bourre, mais lui, il avait les résultats par rapport aux autres. Il avait les résultats. Moi, parce que je suis chauvin, c'est mon gars, c'est mon teammate, je mettais numéro 1 entre 2013 et 2015. Mec, moi, je pense qu'Aldridge, il a 2 Kevin Love dans chaque jambe. Qu'est-ce qu'il était fort à ce moment-là, punaise. C'était incroyable. Les playoffs contre Houston, là, mon de Dieu. Extraordinaire. Dwight Howard, là? À quel moment si, c'était abusé. À quel moment il y a des mecs comme ça, des postes intérieurs, qui mettent des 40 pions sans jamais mettre un lay-up? Back-to-back, incroyable. 48-43. Ouais, 48, c'est ça. Incroyable. 48-43 à la suite à l'extérieur. Axe gauche, là, sur son terrain, fade away. Oh. Mais du coup, lui, c'était vraiment l'un de tes potes. Et
Et bon, on imagine que cette fin, je ne sais pas si tu lui as parlé. D'ailleurs, est-ce que tu as pu discuter de sa fin avec J'ai lui, mais envoyé elle un doit être texto, triste. il m'a répondu, mais bon, je pense que tout le monde a texté ce jour-là, donc tu vois, Ouais. Mais ce problème-là, il l'avait avant. Il l'avait eu à Portland déjà, au tout début. Donc, il a joué avec, et là, ça avait une deuxième fois. Apparemment, je ne connais pas les trucs exacts, mais je pense que c'est revenu son truc. Donc, il a 2 gosses, il a fait 15 ans qu'il est là, il a quand même fait une belle carrière, et ça ne sert à rien de jouer avec ça, quoi. Donc, c'est une bonne décision qu'il a prise. Donc, je suis Nico, content pour lui. Nico, tu dis qu'il a fait une belle carrière. C'est un talentueux rare. Et on ne sait pas, je trouve qu'on ne se rend pas assez compte du talent de ce mec-là à l'époque. Mais du coup, j'ai l'impression, notamment moi, quand il part de Portland, il est censé prendre une autre envergure. Et je lui ai toujours reproché ça. C'est que quand il part de Portland, eh ben, j'ai jamais retrouvé. En fait, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est que j'ai jamais retrouvé ce Lamarcus Aldridge dominant, régalant des Blazers. Il est rentré dans le système Spurs aussi. Hein. Est-ce que son attitude, il y a eu que le système Spurs vraiment. J'ai l'impression même Popovic a fait des déclats pour dire je me suis trompé avec lui. Ils ont essayé de le mettre un peu dans les bonnes conditions. Et je me souviens qu'on a fait une interview avec Thomas, avec Bruce Bowen, alors qu'il lui avait d'ailleurs laissé son numéro 12 qui était retiré. Et même lui disait franchement, mec, on comprend pas ce qui se passe avec lui parce qu'on a tout fait pour que ça marche. Je sais pas comment c'est passé. Il a quand même été All-Star 2 fois quand même avec les Spurs. Ouais. Mais après, il n'est pas cata, hein. Mais je m'attendais à. Est-ce que peut-être que le fait de passer derrière Duncan, c'est un peu de se dire on te donne la suite de Duncan. Alors, Aldridge, je suis le premier à le dire, et moi, il m'a régalé. Bon, passer derrière Duncan, c'est peut-être. Passer derrière des légendes, c'est jamais simple. Peut-être que c'est ça aussi, tout simplement. c'est pas évident. Après, c'est pas le même système parce qu'à Portland, c'était le gars, quoi. C'était la team, quoi. C'était même si Lillard montait, bon, ils ont clairement fait en 2015 de tout pour que ça devienne l'équipe de Lillard, et ça a marché pour lui, et tant mieux pour lui. Mais c'était sa team chez nous, c'était lui le patron, quoi. C'était ça va mal, il cartonnait. Et ça répond à des commentaires qui disent Aldridge, pas un vrai numéro 1. Allez voir les matchs à Portland, les frères. Hein. Non, c'était un délire. Ça, c'est pas vrai, ça. On passait tout par lui, quoi. Lillard, il vient d'arriver, mais c'était lui numéro 1, quoi. C'était Marcus. Il y a des gens qui parlent, il y a Sprewell Sprewell de pied de main. Bravo, hein, magnifique pour ce pseudo. Il dit faut pas oublier le départ de Kawhi aussi. Les Spurs n'ont pas dominé autant qu'ils auraient dû. Il y a aussi ce rendez-vous manqué, hein, parce que sur le papier, Kawhi et Aldridge. Voilà, la paire, je pense que les Spurs avaient parié là-dessus aussi, une paire Kawhi Aldridge. Ça aurait pu être mignon à voir, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Il y avait un super commentaire aussi. Est-ce que toi, Lamarcus Aldridge et Damian Lillard, par exemple, vous avez déjà évoqué ensemble de vous retrouver à Portland? Moi, non. Moi, non. Mais alors, du coup, est-ce que c'est pas dommage que Aldridge, bon, il est allé aux Nets, mais est-ce que c'est pas dommage qu'il soit pas retourné à Portland? Je pense pas qu'on soit voulu. Ah bon? On serait jamais parti sinon. On n'aurait jamais été laissé. Enfin... Après, le business, il est ce qu'il est. Quand tu dois signer des contrats max et tu peux pas garder tout le monde. Mais avec l'âge aidant, avec des contrats moins importants que ce qui aurait été le cas il y a 5-6 ans, et l'envie commune peut-être de se retrouver, tu crois encore aujourd'hui que vous n'êtes pas voulu? Je rectifie un truc parce que beaucoup de gens. Je n'ai pas signé en free agent à Charlotte. J'ai été tradé. Tradé à Charlotte. Un an avant. Charlotte. Un an avant la fin de mon contrat. Et j'ai re-signé à Charlotte. Parce que beaucoup de gens pensent que je suis parti en mode free agent à Charlotte. Ça, c'est pas vrai. Mais j'ai été trade en premier. Et après, les semaines après, il y a eu la free agency. Et après, ils n'ont pas fait d'offre à Wesley. Ils n'ont pas fait d'offre à Robin Lopez. Et il y a eu une offre de fête à la Marcus. Mais bon. Sans conviction, quoi. Voilà. Il y avait
sur le- 3 000 euros, un T2, une 309, c'est vrai que c'est compliqué pour garder un Marcus. il y avait une super question aussi. Un montage avec Pôle emploi, ça fait moyen, quoi. Il y avait une super question. Toi qui connais bien, Nico, est-ce qu'on peut considérer que la Marcus Aldridge avait peut-être pas le caractère suffisant pour être une option 1 dans une équipe qui va très très loin en playoff chaque année? Bon, Sur le long terme. bon, On a tellement cette impression pourtant. nous, c'était le boss, c'était le patron. Et 2015, plus 2014, ça a été une première marche pour nous, ce qu'on se fait boxer par les Spurs, qui ont boxé tout le monde de toute façon cette année-là, même les Miami Heat en finale, ils ont boxé tout le monde. C'était incroyable. Et quand on est revenu la saison d'après, on a fait le trade, on trade Will Barton, qui était encore tout jeune, pour Aaron Afflalo. Et on avait encore surnommé l'escroc en Normandie d'ailleurs. Pourquoi? Je sais pas. Il avait envie de dire ça, apparemment. C'est des infos. Mais quand il était à Denver, c'était comme un putain de joueur quand même à Denver à l'époque. Et quand on fait le trade là, je me rappelle, on s'est tous dit, c'était là la première année où les Warriors montaient. Ils ont gagné leur premier titre de toute façon cette année-là. Et nous, on se disait, punaise, on a un truc à faire, quoi. Là, l'équipe qu'on avait, l'expérience qu'on avait, l'émergence de Lillard qui devenait de plus en plus fort, Aldridge qui est de plus en plus dominant. Wesley et moi, on s'est vraiment reprendre notre truc. Aaron Afflalo, je crois qu'on gagne un match contre les Clippers à l'extérieur. Chez eux, c'était une victoire vraiment imposante. Et on s'est dit, OK, là, on peut, pourquoi pas, batailler avec les Warriors en 2015. Et là, c'est quand Wesley, le match d'après, tombe d'Achille. Et Aldridge fait le genou et Afflalo se pète le pouce. Et ça, c'est une semaine avant les playoffs. Tu m'as toujours dit dans les différentes discussions qu'on avait, moi j'aime bien, tu connais, te poser plein de questions. Tu as toujours dit que cette équipe-là de Portland, on ne vous a pas donné 2 ans de plus. Ouais. Ça, je ne me cache pas. Je pense que j'aimerais bien regarder ce groupe-là 2 ans de plus. Parce que quand ils nous séparent, le plus vieux, c'est la Marcus, il a 28 ans. Ou 29 ans. Moi, j'en avais 26. Lopez, 26. Wesley, 27. Lillard, 22 ou 23. T'es jeune encore. On est encore très jeune. Hein. Mais bon. Ça, c'est un peu on aime bien parler des rendez-vous manqués. Il y a un peu de ça. Quand tu parles de ça, il y a toujours un pincement au cœur. Ça aurait été un ou 2 ans de plus. Au moins. C'est aussi le problème du sport de haut niveau, c'est que parfois, est-ce que c'est quoi? C'est que un propriétaire qui veut pas lâcher de cash, c'est une mauvaise décision dans le management. J'en sais rien, ça, j'en sais rien du tout. Souvent, après, ils sont passés à autre chose, ils ont donné l'équipe complètement à Lillard et à CJ. Ça a marché, hein. Bien sûr. Ça a marché, hein. Ils sont bons. Hein. Nico, il y a une question dans le chat. Il y a une question dans le chat qui me fait frémir de plaisir. Oui. Est-ce que Damian Lillard aurait été compatible avec Brandon Roy? Hey. Oh, ça m'excite, hein, rien d'y penser, mais bon. Moi, je reste le poste 3 avec ces deux-là, je suis tranquille. Hein. Ça, c'est clair. Après, t'es marrant. Ta qualité, c'est quand tu mets n'importe où, tu peux jouer avec n'importe qui. Mais là, j'aurais été clairement parfait avec eux. Mais oui, ils auraient bien sûr que oui. Bah oui, c'est clair. Mais t'imagines en vrai, parce que no offense à CJ McCollum, qui est un joueur qu'on adore, mais Brandon Roy, c'était vraiment le top, le gratin. Est-ce que Sam Bowie est compatible avec Clyde Drexler? Vous êtes mauvais, les gars. Vous êtes mauvais. C'est un mauvais souvenir. J'ai déjà dit, ne parlez pas de ça. C'est vrai. On va pas parler de ça. La poisse de Portland, toujours. Et ouais, ça aurait pu marcher, je pense, oui, c'est sûr. Ça aurait été relou à défendre. Hein. Oh là là. T'as des nouvelles de Brandon? On sait qu'il est coach en high school. Il est coach à Seattle, toujours. Ouais. Pas de nouvelles particulières, mais je sais qu'il il est toujours à Seattle. Ouais. Il est chez lui. Il y a Andou qui dit, est-ce que vous étiez plus fort que le Portland de 2000 avec Scotty? Ils avaient une team. Ils avaient une sacrée team. Hein.
Déjà, le match-up On en peut, poste droit, Ouais. on peut rappeler le 5 majeur de cette époque. Donc, c'était Damon Stoudemire, Smith. Steve Smith, Scottie Pippen, Rachid Wallace et Sabonis. Bon courage. Ah, le Sabonis Robin Lopez, j'aurais bien aimé voir. Tiens. Oh. J'aurais aimé Bah, voir. le Rachid à la Marcus Aldridge, il n'est pas dégueu non Ah, plus. il est hein. pas dégueu. Il est beau. Ouais. Toi, Non, Pippen, toi en vue avec Pippen, Pas mal. Steve Smith contre Wes Matthews. Ouais. Et Lillard, Stoudemire. Avantage à Lillard, là, pour le coup, même si j'aime beaucoup Damon. Hein. Ouais, putain. C'est une belle. Puis ils avaient un banc. Hein. Il y avait des joueurs sur le banc. Il y avait qui sur le banc, d'ailleurs, à l'époque? Brian Grant, ils avaient. Brian Grant, chantier. La Schrempf, l'allemand, là. Ouais, fort joueur. Ils avaient qui? Putain, encore. Jaron O'Neal, qui était tout jeune. Ouais, Il jouait pas du tout. Mais ouais, t'avais. Ils n'avaient pas des mecs du banc. Bondy Wells, c'est après. Hein. Non, Bondy Wells, il est là. Hein. C'est la grande équipe d'après. Mais Bondy Wells est déjà là en 2001. Il est là en finale. Il est là en finale de course. Ouais. En 2000. Attends, je me suis mis. Attends, il y a aussi Stacey Augmon. Bon, attends, énorme joueur, Stacey Augmon. Du banc, sortie de banc. Ouais, je regarde en playoff. Stacey Augmon, il a joué que 7 matchs en playoff. Mais Bondy Wells est là. Bondy Wells. Greg Anthony était là aussi. Greg Anthony, gros, c'est des backups sérieux, ça. Ah bah, clairement. Ouais, équipe, ils avaient. C'était Don Levy en coach. Ouais. Et Max Anthony assistant. Ah ouais? Ah bon? Ouais. Alors ça, je l'avais zappé. Hein. Il y avait une question. Zappé, hein. Ouais, c'est clair. J'avais une question pour toi, Nico, mais qui est sur un tout autre, sur la NBA actuelle. Tu fais ta meilleure saison sur ton pourcentage à 3 points. Toute l'équipe. Cette année, oui, toute l'équipe. Bah, d'ailleurs, vous êtes à 41% cette année. Donc, et comment on explique que la NBA au global soit si à droite? Est-ce qu'il y a un rapport avec le public? Est-ce que, je sais pas. Comment on explique qu'il Est-ce qu'on y a peut pas autant de 3 points et autant d'adresses? Est-ce qu'on peut pas pousser l'adresse et le nombre de mecs qui mettent des cartons? Le nombre de mecs à plus de 20 points. Ça a changé depuis les Warriors. De toute façon, le jeu a changé. Maintenant, on s'entraîne plus à ça parce que maintenant, tout le monde tire beaucoup à 3 points. Et donc, du coup, tu t'entraînes toi-même plus à ça, quoi. Moi, cet été, j'ai balancé. Hein. J'étais avec Benoît Gomis, mon coach Benoît Gomis, et je peux dire qu'on envoyait en moyenne, c'était du... On calculait en moyenne, c'était en moyenne du 2500 tirs par semaine. Donc, et tout le monde fait ça. Pas le seul. Hein. Tout le monde fait ça. Benoît, la famille, qu'on embrasse. Hein. Ouais, bien sûr. Benoît, la famille, qu'on embrasse. Hein. Ouais, Benoît, c'est un vrai. Un vrai. Toi, clairement. On est content que ça marche pour lui. Mais toi, tu expliques cette hausse dans les tentatives, c'est évident, et on pourrait parler de Stephen Curry, mais dans les pourcentages, moi, c'est les pourcentages qui me... Alors, je regardais, là, c'était 36% au global, c'était 36% la moyenne, donc on est à peu près comme d'hab, mais tu vois, entre le Jazz, vous, je vois des équipes qui sont à 40%. 6 joueurs à 40%, nous, 6. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Hier, normalement, 40%, c'est... Toi, on joue Houston hier. Donc, il y a Steven Silas, qui j'ai eu mon assistant coach à Charlotte. Et on a un autre qui s'appelle Rick Higgins, le frère d'Higgins qui joue au Barça, qui était moi en net. Donc, je parlais avec lui hier. Il me disait, on parlait de l'état de Paul George avant le match. Il me dit, on ne sait pas si on attrape Paul George, parce que si on trappe, tu as 48, 42, 41, 48%. Donc, si on trappe, vous allez me bombarder. Et c'est là où on est bon, nous. C'est que... Et c'est là où ça devient plus en plus difficile en fait, de défendre sur certains mecs. Et je pense que c'est pour ça que là où Embiid et Jokic sont devenus, maintenant que les big men redeviennent bons, et pourquoi aussi Rudy fait une grosse saison, c'est que ça ouvre tout pour les big men maintenant. Et là, c'est là où Daryl Morey, par contre, a été très bon pour monter l'équipe de Philly, parce que Harris y met dedans, Curry met dedans et Danny Green met dedans.
Korkmaz met dedans. Tu as Ben Simmons qui joue autour, mais il a quand même beaucoup de gros shooters. Et c'est dur de venir trapper sur Embiid. C'est pas évident d'aller trapper sur. On a joué la semaine dernière. Comment c'est pas évident? Parce que tu as des mecs qui balancent derrière. Et donc ça, c'est En plus, il est bon passeur, ce con. il passe la balle. Hein. Il est bon. D'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de ça. Pour toi, c'est qui ton MVP, Jokic ou Embiid? On a l'impression que la blessure d'Arden l'exclut un petit peu de la course au playoff. Ça va se jouer entre ces deux pivots-là. T'es plutôt team Jokic ou Embiid? Parce que on partir sur l'affectif et c'est mon gars, moi je pars sur Joel Embiid. Mais c'est plus côté affectif. Et puis il est monstrueux. Même si Jokic a loupé 0 match, 25 points, 12 rebonds, 9 passes de moyenne. C'est un délire pour un mec qui niveau athlétique n'est pas le numéro 1 NBA, mais qui a un sens du jeu et qui est extraordinaire. Mais je trouve que Embiid a offensivement, c'est pas dire c'est kiff-kiff ou quasiment dans leur registre, mais Embiid a un vrai impact défensif. Ouais, mais. Mais Embiid est le match. Ouais, mais par exemple, j'ai vu une stat folle. Écoute, j'ai une stat incroyable qui me fait vraiment dire que Joel Embiid ne doit pas être élu MVP cette saison. Ah, carrément. Ouais, parce que on est d'accord que LeBron James est complètement hors course. Tu vois, vraiment. Il a raté trop de matchs. Il a raté trop de matchs, on est d'accord, il a raté trop de matchs. LeBron James a joué. LeBron, hein? Ouais, LeBron a joué 41 matchs cette saison. Joel Embiid, 41 matchs pro. Joel Embiid a joué 41 matchs cette saison. Ah ouais? Oui. Donc, moi, j'entends tous les arguments. Je pense que le seul. Alors, je vais vraiment essayer je vais essayer d'aller à l'encontre. Et ton argument est très bon, Thomas. Je vais essayer d'aller à l'encontre. Rater le même nombre de matchs, mais si tu en rates 2, 3, et puis tu rejoues, tu en rates 2, 3, et si tu en rates 20 d'affilée, est-ce que ça n'a pas la même impression visuelle? Et la preuve en est. C'est vrai que là, quand tu prends des stats purs et tout comme ça, et tu as raison. Maintenant, dans l'impression visuelle, dans ce qu'on regarde, on n'a pas cette sensation-là. Oui, mais tu as raison. Mais il n'empêche que tu es un observateur de la NBA aguerri. Au moment où tu votes. Arrête, pas besoin de me brosser dans le sens du poil comme ça avec tes arguments de merde. Au moment où tu votes, ça doit être un argument massu pour donner le titre à Jokic. On va pas donner. Et moi, je rêve qu'un jour, Joel Embiid soit MVP. Bon. Il y en a un des deux qui joue tous les matchs, qui est très peu blessé, qui triche pas, entre guillemets. Il y en a un autre qui a manqué 20 matchs. On dit, oh merde, quoi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Alors, c'est une différence de situation entre le premier MVP de Steve Nash et Chris Paul maintenant. Tu as les problèmes. La différence, si Chris Paul, si les Suns sont premiers de la NBA, dépassent le Jazz, et ben on est pratiquement dans la même situation que Steve Nash il y a 15 ans. Tout à fait d'accord avec toi. Ça serait pas fou que Chris Paul soit MVP avec les Suns s'il devient premier, alors que ça sera sa plus petite moyenne de points en carrière. Aujourd'hui, Chris Paul, alors qu'il est exceptionnel, c'est sa plus petite moyenne de points en carrière depuis qu'il est rookie. Même rookie, il marquait plus de points. Tu te rends compte que non, mais moi, ça me fait kiffer parce que ça montre que ces mecs-là, et c'est un petit peu ce que je reproche à Embiid par rapport à Jokic, c'est qu'Embiid, s'il ne met pas 20 points, il va peser défensivement, mais en attaque, quand Embiid il marque pas 20-25 points, eh ben, il prend des tirs, il est maladroit, il patauge. Alors que Jokic, il peut marquer 8 points et régaler tout le monde. Dans le playmaking, il est plus fort. Il est incroyable. Voilà. Alors qu'Embiid ne peut pas le faire. Non, mais après l'avantage d'Embiid, c'est qu'il ne fait jamais de match à moins de 20 points, vu qu'il démonte tout le monde tous les soirs. C'est pas faux. Mais après, la petite différence avec Chris Paul, elle est marrante, l'analogie avec Steve Nash. J'oublie pas quand même que l'année dernière, Phoenix sont à 2 doigts d'aller en playoff, dans la bulle et tout ça, mais ils sont à 2 doigts. Steve Nash, quand il déboule, ils font d'une saison rincée, ils sont à plus de 60 victoires. Donc il y avait quand même ce gap monumental dans le bilan. Le gap, il est énorme, Thomas, avec Chris Paul. Il est énorme. Ils font 8-0 dans la bulle. Non, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas la bulle, est-ce que Phoenix finit bien la saison? Sûrement pas, mais elle existe, la bulle. Mais raison. Pour moi, la bulle a fait avec cette équipe-là, qui a quasiment, ils ont rajouté Jake Rader et lui, mais même coach, Ayton était là, Booker était là, Bridges était là, Cam Johnson était là.
Kaminsky était là, Saric était déjà là. L'équipe n'a pas forcément changé. Ils ont changé juste le point garde. Oui, Et bien sûr. ils sont à un match d'être le meilleur truc de la NBA. Après, ils n'ont pas juste changé le point de garde, ils ont pris Chris Paul, parce que si tu mets Eric Bledsoe, ça se passe pas pareil. Hein. Ouais, mais c'est ce que je dis. Non, Ouais. évidemment. Non, mais attendez, je suis pas en train de vous dire autre chose. Hein. Je pense que Chris Paul, il aura des voix et tout. Je faisais juste la différence entre ce qui s'est passé pour Steve Nash. Là, je regardais, en 2004, les Suns, ils sont 13e de la conférence Ouest à 29 victoires. L'année d'après, ils sont premiers de la conférence, ils sont premiers de la NBA avec 62 victoires. C'est juste que, en fait, le gap, il est énorme. En fait, il est plus important il y a 15 ans que cette année. Moi, je pense que les Suns, cette année, ils seraient allez, entre guillemets, quoi qu'il arrive en playoff. Tu vois, je les vois au niveau de Dallas, par exemple. Mais même sans Chris Paul, je veux dire. Avec Ricky Rubio, pour moi, ils vont en playoff cette année parce que dans la progression, parce que Monty Williams a mis des choses en place, parce que ce qu'on a vu dans la bulle, et ainsi de suite, c'est l'équipe qui serait allée en playoff. Chris Paul, il permet d'être premier. Donc, Chris Paul, tu fais gagner du temps. Ah, ils ont gagné 2 ans. Mettez sur le bon rail. Alors qu'avant, ils sont nuls. Avant Steve Nash, ils sont nuls. Et que l'autre, il déboule et ça devient. Parce que c'est un magicien. Quoi. Mais bon. C'est juste pour faire le truc. Je mais rejoins complètement Chris Paul.